Bonjour et bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui pour un épisode dédié à ce magnifique fusil suisse, modèle 1842-59. Alors le fusil lui-même a très peu de caractéristiques, disons, remarquables comparé à ses contemporains. Mais par contre ce qui est intéressant, c'est l'histoire de son développement et peut-être encore plus important, ce que ça aurait pu être. À partir de 1830, la Suisse, comme beaucoup d'autres pays, commence à faire la transition entre les armes à platine à silex et les armes à platine à percussion. Ceci de deux façons, comme tout le monde. Premièrement, simplement pour des raisons économiques, il s'agissait de transformer les armes à silex, ce qui était techniquement assez facile, et ensuite, bien sûr, développer des armes purement à percussion. Alors, cette transition en Suisse ne s'est pas faite de manière homogène. Il faut penser que à cette époque, 1830-1840, la Confédération n'est pas vraiment unifiée, et surtout au niveau des armements. Alors, pour la transformation des armes à silex, il y a eu en fait plusieurs systèmes selon les cantons. Ceux de la Suisse romande avaient tendance à adopter quelque chose qui ressemblait fortement au système 1822T français. Et du côté est, il y avait aussi une diversité de différents modèles de chiens. C'est là que se trouvait la différence. Puis il y a aussi comment était montée la cheminée sur le canon. S'il y avait une pièce rapportée ou si c'était vissé directement dans la culasse du canon. Ensuite, il vient la guerre du Sonderbund en 1847. Donc, je recommande fortement de regarder un peu cette histoire. C'est assez fascinant. Et donc ensuite, avec la création de la première confédération moderne en 1848, ceci permet de trouver une solution uniforme à la fois aux transformations et aussi pour les armes nouvelles. Donc ce que nous avons ici, c'est donc le fusil 1842, donc le modèle de platine de chien et la culasse ici. Donc vous remarquerez que le canon est en fait en deux parties. Il y a une culasse ici sur laquelle vient se visser le canon. Donc pour le modèle 42, le canon est lisse encore. Et donc bien que ce soit appelé 1842, le décret pour que tout le monde adopte ce système n'a lieu qu'en 1848. Et c'est assez unique d'utiliser cette pièce de culasse. Donc cette pièce était aussi incluse sur les transformations depuis les armes à silex. Donc il coupait l'ancienne portion de culasse du fusil à silex et introduisait un filet qui venait ensuite se visser sur cette pièce. Donc nous avons ici un logement assez large pour accommoder la cheminée, et devant sur la face, ce n'est pas plat mais on va dire hémisphérique, avec le canal de feu qui sort dans justement cette petite cavité, et c'est vraiment pas pratique à nettoyer ce truc. Mais aussi remarquez qu'il y a une hausse fixe, donc c'est usiné dans la masse de la queue de culasse ici. Alors, ce qui est aussi assez particulier pour le système 1842, c'est cette platine carrée devant. Donc en fait, dessous, il n'y a rien. Voici une platine démontée. Mais ce qu'on voit souvent sur les armes à platine silex, c'est que nous avons une partie recourbée ici, et ce qui laisse une petite projection en bois ici qui est pas très épaisse et assez fragile. Donc là ils ont dit écoutez, c'est pas à peine, de toute façon ça va se casser, alors on enlève complètement et puis on fait un gros carré devant, quadratisch praktisch comme ils disent. Donc il faut dire que malgré l'intention de ce décret d'avoir un armement universel pour tous les cantons, ils sont néanmoins restés réalistes. Avant la guerre du Sonderbund,
il y avait quand même des cantons qui avaient investi assez fortement dans la transformation selon leur propre modèle. Et du moment que le calibre était compatible, ceux-ci n'étaient pas forcés à retransformer ou à vendre et recommencer, se réarmer avec des armes selon le nouveau système. Donc ça arrive de trouver des armes qui dévient un peu du modèle standard, qui sont néanmoins 100% réglementaires. Donc voici les confédérations dotées d'armes à percussion. Maintenant, l'étape suivante est de doter l'infanterie d'armes rayées. Donc je dis bien l'infanterie, puisque bien sûr pour les tireurs d'élite, on va dire les carabiniers et les chasseurs, des armes rayées sont déjà utilisées, même à l'époque des fusils à percussion dans les armées cantonales. Par exemple, on connaît bien sûr la carabine fédérale 1851, magnifique pièce, et aussi avec un calibre réduit de 10,4. Mais pour l'infanterie, vu les tactiques de l'époque, c'est pas vraiment vu comme étant un bénéfice particulier. Par contre, maintenant, on est dans les années 1850, la guerre de Crimée éclate. Et là, les participants, on va dire majoritaires, la Grande-Bretagne, la France et la Russie, emploient des armes rayées, même dans l'infanterie, en particulier les Britanniques, mais aussi la France et la Russie. Et là, les témoignages ne font pas de doute. L'avenir sera de doter tout le monde d'armes rayées. Donc, ces témoignages, bien sûr, sont recueillis en Suisse, et la décision maintenant est comment va-t-on faire pour doter l'infanterie d'armes rayées. Ils viennent tout juste d'adopter des armes à percussion uniformisées. Alors comment on va progresser à l'étape suivante? Heureusement qu'un certain Édouard Burnand se penchait justement sur cette question. En 1855, il était déjà en train de chercher une solution pour mettre un canon rayé ou de rayer le canon du fusil d'infanterie 1842 pour être à la pointe de la technologie, mais il n'y arrivait pas. C'est alors qu'il entend les exploits d'un certain Jean-Louis Prélat, un armurier à Vevey, qui apparemment a une carabine capable d'une précision extraordinaire jusqu'à 1200 mètres. Alors il va à la rencontre de M. Prélat, et en effet, il fait une démonstration de sa carabine, et la précision est vraiment là. Donc, je ne sais pas quelle était sa précision, mais c'est cité comme étant extraordinairement précise. Alors il pense que voilà, bien, ça pourrait bien sûr être une solution pour la Suisse, mais pourquoi pas le vendre à l'extérieur aussi. Donc les deux vont en mission à travers l'Europe. Bien sûr, la guerre de Crimée fait encore rage. Donc la France, la Grande-Bretagne et la Russie sont extrêmement intéressés. Dans les mémoires de M. Burnand, il y a même une note qui indique que la Russie était peut-être intéressée de signer un contrat pour un certain nombre de carabines, mais ça, je ne peux pas le confirmer. Il y a même une autre anecdote assez amusante qui dit que lors des essais en France, un essai en France, M. Minier était parmi les spectateurs, et il était extrêmement mécontent de la précision démontrée, qui était supérieure à la sienne, et qu'il était en train d'engueuler des officiers et des fantassins qui étaient en train d'applaudir à chaque fois qu'il y avait un bon tir. Voilà, peut-être un petit peu jaloux quand même. Mais, en fait, le cœur du système était un canon avec deux rayures, avec un pas parabolique. Donc ça veut dire que le pas, donc la spirale des rayures change depuis la culasse jusqu'à la bouche. En fait, elle accélère. Donc ça commence une spirale assez lente ou assez longue, et ensuite elle devient de plus en plus courte. C'est le système, par exemple, qui a été encore utilisé pour le fusil Carcano, 1891. Et donc, cette rayure, cette forme de rayure assez particulière, et ensuite, c'était un projectile de 12 mm, ogival, avec une base pleine, donc pas un système minier,
Je ne sais pas si c'était un projectile qui était mécaniquement imbriqué dans les rayures, comme le Whitworth par exemple, ou si c'était cylindrique. Ça, malheureusement, j'ai pas trouvé d'image, de dessin croquis, ni de la carbine, ni du projectile. Mais ce qui était essentiel pour garantir une précision, c'est que le chargement devait être fait d'une façon assez spécifique. Il fallait premièrement introduire la poudre, ensuite une bourre graissée et ensuite le projectile. Donc simplement au niveau du rechargement, c'était vraiment pas un système qui était adéquat pour l'infanterie. Il faut quelque chose d'une bonne précision, mais qui peut être chargé rapidement. C'est là que M. Minier a eu sa revanche, si on veut. Et donc voilà, ils ont malheureusement échoué au niveau international. Donc ils sont revenus en Suisse et ils sont penchés sur la possibilité d'adapter le concept au calibre 17,5, 18 mm. Malheureusement, malgré de multiples essais, ils n'ont pas réussi vraiment à transposer le système de rayure ni le projectile à cette échelle-là. Donc après cet échec, ils retombent en fait tout simplement sur une forme de rayure assez banale, avec 4 rayures peu profondes. Pour le projectile, ils reviennent bien sûr au Minier. Donc celui-ci a une cannelure et une cavité tronconique qui fait 36 grammes. Peut-être le seul vestige de la collaboration Burnand-Prélat est la hausse. Donc maintenant que nous avons des rayures, la portée est plus grande. Donc ça fait sens maintenant d'avoir une hausse ajustable. Donc nous avons ici celle qui est assez particulière en forme de lyre, si vous voulez. Donc sur l'axe de pivot, nous avons la hausse de combat qui est pour 200 pas. Et ensuite, nous avons des graduations pour 400 pas, 600 pas et 800 pas. Notez que quand ils rayent les canons et qu'ils installent cette hausse, ils gardent la hausse fixe. Donc voilà, c'était une opération de moins. Et puis en fait, quand on vise au-dessus de la hausse fixe, donc elle ne gêne pas. Donc grâce à la tradition de conserver tout et n'importe quel document de la Confédération, j'ai fouillé un peu et j'ai trouvé l'édition d'octobre 1857 de la Revue militaire suisse qui liste les critères pour l'évaluation du système de transformation Burnand-Prélat. Et il y a en fait 9 points. Donc premièrement, et le plus important, c'était la précision. Donc tester à 200 pas, 400 pas, 600 pas et 800 pas. Donc, ça correspond plus ou moins à 150 mètres, 300 mètres, 450 mètres et 600 mètres. Ensuite, il y avait la pénétration. Ceci était évalué à 600 pas, donc 450 mètres, avec des planches de pin d'1 pouce d'épaisseur. Et il fut trouvé qu'avec la cartouche, avec ce Minier, ça traversait complètement 3 planches et restait donc pénétré partiellement la 4e planche. Donc quand même à 450 mètres, ça tape dur. Ensuite, le recul, testé avec un dynamomètre. En moyenne, c'était 39 livres, correspond à 17,7 kg. Mais après l'avoir tiré, ça va, c'est confortable quand même. Facilité de chargement, bien sûr. Influence de l'encrassement sur la précision. Ça, c'était un test assez intéressant. Je me suis toujours demandé comment on faisait à l'époque, surtout avec la poudre noire, bien sûr, c'est assez critique. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est tirer 50 coups d'affilée, sans nettoyage. Ensuite, ils ont laissé le fusil sans nettoyage donc jusqu'au lendemain. Et ensuite, ils ont renouvelé avec 60 coups. Donc, si on réussit à faire ça, c'est quand même assez remarquable. Ensuite, facilité de production des munitions. Il faut noter que là, ce qu'il voulait dire, c'est que les munitions pouvaient être fabriquées n'importe où, donc en campagne, avec les moyens, on pouvait devoir rouler ses propres cartouches.
Ensuite, manutention générale, nettoyage du fusil. Là, je pense qu'il n'y avait pas vraiment de différence avec le fusil Silex. C'est juste un peu plus facile quand même. Le point que je pense le plus important, ou le plus intéressant, je veux dire, la capacité du fusil de tirer des munitions de type antérieur. Alors, il faut s'imaginer que, pour des raisons de logistique ou d'unité, différentes étapes de transformation, c'était entièrement possible que des troupes armées d'un fusil rayé reçoivent des munitions pour le fusil lisse, donc qui tirait encore des balles rondes. Et donc ils ont testé quelle était l'influence d'un projectile, de la cartouche à balles rondes sur le fusil rayé. Et ils ont constaté qu'en effet, malgré une baisse de précision, bien sûr, la précision malgré tout était supérieure aux armes à canon lisse, donc parfaitement en ordre. Et ensuite, bien sûr, la facilité du niveau technique de la transformation, ceci dit technique et aussi économique. Donc manifestement, le système a satisfait tous les critères et un décret en 1859 autorise donc cette transformation pour toutes les armes à percussion, même celles transformées silex, si le canon, lame du canon était assez épais. Donc ceci était considéré si le diamètre interne était entre 17,7 mm et 18,15 mm. Alors malgré cette adoption fédérale, l'échec cuisant de tout succès commercial fait en soi que Prélat et Burnand chacun poursuivent un autre chemin. Prélat continue sa carrière en tant qu'armurier civil et Burnand est nommé contrôleur général de Sieg Neuhausen, qui est alors sous contrôle fédéral. Et c'est sous sa direction que les transformations donc au système rayé, donc 42-59, a lieu, donc à Sieg et aussi à l'entreprise Erlach à Thun, qui était une entreprise privée. Et c'est aussi sous sa direction qu'un certain Johann Friedrich Wetterli est rapatrié depuis Londres pour travailler à Sieg. Donc c'est un peu une coïncidence que Burnand est contrôleur général lors de la transition vers le système suivant. Alors maintenant qu'on a couvert l'arme, parlons un peu des munitions. Alors ce que j'ai ici, vous avez aperçu en début d'épisode, c'est le deuxième tome d'une série qui s'appelle Bewaffnung und Ausrüstung der Schweizer Armee seit 1817. Le deuxième tome concerne justement la transition à la percussion jusqu'à 1867. Donc ça inclut le Milbank Amsler et le Peabody. Le Wetterli est ensuite dans un troisième tome que je recommande aussi fortement. Et heureusement, dans ce magnifique livre, il y a exactement les dimensions et la composition des munitions qu'ils appellent GP 1859. Donc, vous voyez ici une photo de la cartouche d'origine ainsi qu'une section. Notez que la charge de poudre est distincte du projectile. Aussi dans ce livre, heureusement, il y a cette magnifique plage ici qui montre exactement les outils et les dimensions de tous les composants nécessaires. Et avec une loupe, j'ai réussi à interpréter les dimensions et je les ai ensuite converties en métriques, puisque là, elles sont en pieds, en pouces, en lignes et en traits. Heureusement, le livre contient aussi une conversion de ces unités. Alors, pour ce qui est du tube de poudre, voici les dimensions et voici l'enveloppe finale de la cartouche. Et donc, autour, je me suis aussi fait ces mandrins pour former la cartouche. Alors, pour confectionner la cartouche, c'est très simple. Je vais essayer de le faire ici avec la caméra entre les bras. Alors d'abord, on forme le tube de poudre. Donc, juste l'enrouler. Ensuite, on fait un petit tourillon qu'on enfonce dans la cavité. Donc là, j'ai un premier petit outil de formage juste pour enfoncer le tourillon. Voilà. Alors là, je vais le laisser sur l'outil parce que c'est comme ça qu'on ferait à l'époque. Mais ce qui m'a fait rire, typiquement suisse, c'est que
Donc voici un autre étui. Ce tube a exactement le volume de la charge de poudre, qui est de 4,5 grammes de la poudre numéro 4. Donc c'est la granulométrie suisse. Donc c'est pas la FG ou PNF en France. Donc c'est une granulométrie qui existe toujours. Voilà, comme vous voyez, c'est exactement le volume. Donc comme je disais, cette granulométrie existe encore. Donc ici, la poudre noire de la poudre Ridobone utilise toujours les mêmes numéros, donc de 1 à 5. Et donc le numéro 4, qui est la poudre pour la charge du fusil, est équivalent à 1 F et demi. Donc on trouve encore, là j'en ai plus pour l'instant, mais voilà. En termes de volume, c'est exactement ça. Typiquement suisse, que ça soit exactement à la dimension qu'il faut. Donc ensuite, une fois qu'on a fait l'étui de poudre, on prend le projectile. Donc celui-là, celui d'origine, il fait 36 grammes. Celui-ci, il fait 35 grammes, sans doute, puisque il n'y a pas de méplat sur celui d'origine. C'était conique. Mais voilà, avec les techniques de moule modernes, c'est difficile à faire. Alors, on enfonce donc l'ogive dans la cavité. On laisse 1,5 cm presque, à peu près, au bout. On enroule le tout. On forme un deuxième tourillon qu'on enfonce dans la cavité du minier. Donc là, je vais utiliser un autre outil. Celui-ci correspond plus ou moins à la forme de la cavité de la balle, donc qui est, vous voyez ici. Donc cet outil, en fait, j'utilise sur un recalibreur, voilà, que j'ai fait pour recalibrer ces balles, parce que ici elles sont légèrement trop grandes, elles font 17,7 et il faudrait que ce soit 17,4. Donc voilà, avec ça, ça marche à merveille et ça a une double fonction pour enfoncer donc le papier dans la cavité. Une fois ça fait, on trempe dans la graisse. Malheureusement, la mienne est solidifiée maintenant. Ploc. Burk. Donc ensuite, on fait sécher. On enlève le mandrin. Donc on voit aussi le petit tube de poudre aussi au fond. On mettait la charge. Et ensuite, il fallait juste plier le tube fermé. Donc voici un autre que j'ai préparé. Donc voilà. Alors pour le chargement de la cartouche, c'est très simple. Ici, j'ai juste mis un peu de papier dedans pour pas avoir à nettoyer de la poudre. Donc on prenait sa cartouche avec ses bonnes dents, déchirer la cartouche. Très important d'avoir des bonnes dents à l'époque en tant que soldat. On versait la poudre dans le canon. On inverse la cartouche. On met la partie graissée dans la bouche jusqu'à la fin de la partie cylindrique. Ensuite, on déchirait l'excès de papier. On prenait la baguette. Là, j'ai pas la place pour la sortir. Et on enfonçait le projectile, donc, et bien tassé sur la poudre. Non, je vais juste l'enlever, sinon ça va être difficile à enlever plus tard. Bah bref, je ferai dans un instant. Et ensuite, il fallait bien sûr mettre la capsule, armer et tirer. Donc, voici la théorie. Maintenant, on va passer à l'application. Alors, nous voilà à 50 mètres comme d'habitude, le lapin comme cible. Et j'ai donc mes 15 cartouches ici, préparées. Ça va être intéressant de voir si je peux tirer les 15 sans devoir nettoyer pendant la série. Donc, tel que pour les compétitions internationales, quand on fait une série de 13, on n'a pas le droit non plus de nettoyer entre chaque coup pour la discipline minier. Donc, je vais respecter historiquement et la doctrine moderne de compétition aussi. Voilà, je vais charger plus ou moins de la façon d'époque, donc déchirer avec les dents, mettre la poudre
inverser la cartouche, la disposer dans la bouche du canon, déchirer l'excès et charger avec la baguette. Alors voyons voir. How much do you need to load in? How much do you need to load? Tout. Oi! So that's everything. Oh. That's a lot. Charge jusqu'à la graisse. Déchire. Baguette. Ah! Baguette. Until where does it go? Jusqu'à sur le haut de la poudre. Here. Okay. Until here. Jusque là. What? Ouais, en arrière. Okay. I'm not here. Lapin touché. Missed. Alors, mesdames et messieurs, le 13e coup
n'a pas voulu partir. La poudre y est, ça j'en suis sûr. J'ai bien attendu longtemps. J'ai enlevé la cheminée, j'ai regardé dedans, tout est libre. La seule chose que je peux penser, c'est que c'est une cartouche que j'ai laissée peut-être un peu trop longtemps avec la charge de poudre noire dans l'atelier un peu trop longtemps et il y a eu un peu d'humidité. Alors pour la première fois de ma vie de tireur poudre noire, je vais devoir tirer la balle depuis la bouche et la charge aussi. Alors voici mon tire-balle, c'est simplement une vis montée sur un petit adaptateur pour cette baguette. Et donc je vais visser ça dans la tête du minier, extraire la balle et puis essayer aussi de vider le plus possible cette poudre qui est manifestement plus bonne. Et voilà, donc heureusement les balles descendent aussi bien qu'au début, mis à part une ou deux qui étaient visiblement pas calibrées comme il fallait. Donc je pense qu'elle va sortir assez facilement. Alors voyons voir. Voilà, maintenant on visse. Heureusement le plomb est mou. Ça va bien dedans. Donc ça mord. Ça mord dans le plomb. Ben, ça mord. Enfin. Voilà. Et maintenant. Hop. On visse. On n'est pas loin. Et voilà. Boum. Et voilà la balle. La poudre est bien là. Mystère. Le fusil est à nouveau prêt, j'espère. Pour les deux dernières cartouches. Je n'ai toujours pas nettoyé. Alors, gardons les doigts croisés. Toujours rien. Alors, ça fait la deuxième fois que je tire celui-là. Ça n'a pas marché la première fois. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté la cheminée. J'ai mis un tout petit peu de pulvérin dans le canal, donc derrière la cheminée. Et donc revissé le tout fermement. Et donc voilà, j'ai eu une charge duplex si vous voulez pour essayer de maximiser la mise à feu.
Ça a marché. Ce que je pense qui se passe, c'est que dans la chambre maintenant, il commence à y avoir vraiment beaucoup de résidus et sans doute qu'il y a une plaque qui recouvre juste l'entrée du petit chemin. Alors voyons voir pour le dernier. Et voilà, c'est fini. On va voir la cible. Merci à mademoiselle Chap pour avoir pris commande de la caméra. Alors, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, celle que j'ai dû tirer du canon. 15, à mon avis, c'est celle où j'ai dû faire un chargement duplex pour la sortir. Ça ne m'aurait pas étonné si la jupe a déformé, donc elle est partie je sais pas où dans la nature. Alors, mis à part cela, on a quand même une bande assez étroite, donc largement à l'intérieur d'une silhouette d'un homme. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai visé comme si c'était à la ceinture, donc selon en tout cas les instructions françaises. J'ai pas encore trouvé les instructions pour l'infanterie suisse. Mais le point d'impact avec la hausse de combat était à peu près 150-200 mètres. Et en dessous de cette distance, il fallait viser le ceinturon de l'ennemi. Donc c'est ce que j'ai fait. Là, je ne sais pas pourquoi ça a tiré un peu. Visiblement, parfois, ça a tiré plus ou moins là où je visais. Mais ouais, je suis tout à fait satisfait de la cartouche réglementaire. Alors le voilà tout nettoyé, tout beau, prêt à nouveau pour le râtelier. Alors je dois dire que j'étais extrêmement content par la performance des cartouches. Ensuite le résultat sur cible, c'est aussi de ma faute. Le chargement impeccable. Je pense que j'aurais pu bien faire facilement de double, voire même plus, sans qu'il y ait un problème de chargement. Ensuite le problème dans la culasse, ça je sais pas, à mon avis, ça pouvait arriver à tout le monde. J'ai aussi vu dans la documentation, dans le livre que je vous ai montré, que, en effet, ce que j'ai fait, donc enlever la cheminée, introduire un peu de poudre, revisser, c'était l'une des méthodes autorisées, réglementaires, pour essayer de déboucher la lumière. Donc, ça c'était... Voilà, vous savez comment c'est fait maintenant. La dernière cartouche, vous avez sans doute remarqué, était très difficile à déchirer. Ça, c'était parce que c'était mon premier prototype et j'avais utilisé un papier ici de bloc-notes qui a visiblement une autre orientation de fibre et c'était quand même très très difficile. Tandis que le papier d'imprimante que j'ai utilisé pour le reste, là, ça se déchirait bien nettement à la bouche du canon. Donc impeccable. Il y avait d'ailleurs, il existait, ou peut-être que ça existe encore, dans les papeteries, du papier cartouche. Donc voilà, je vais peut-être voir si je peux le tester à 100 mètres et 200 mètres. C'est intéressant de voir la précision avec une trajectoire qui va être nettement parabolique. Malheureusement, je ne pourrai pas aller jusqu'à les 450 mètres où les tests de pénétration et de précision, l'influence sur l'encrassement et tout ça a été fait, mais voilà, c'est dommage. Alors, l'histoire de ce système ne se finit pas là.
bien sûr. Si vous avez suivi la chaîne, vous savez qu'il y a eu une autre modification, et celle-ci est celle du Milbank Amsler. Donc une vidéo dédiée à ce sujet est en fin de l'épisode, si vous voulez, et aussi dans la description. Comme ça, vous pouvez savoir un peu comment l'histoire se continue. Alors, je vous remercie de votre attention. J'espère que vous avez appris quelque chose, non seulement sur l'histoire de cette arme, mais aussi l'histoire de la Suisse, car les deux sont liés. Et je vous reverrai très prochainement, à nouveau, soit dans l'atelier, soit sur le stand. Voir les deux. À la prochaine, merci.